Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors c'est parti pour cet épisode de La Martingale. Je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste Velleux. Salut Jean-Baptiste. Bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie, je suis ravi. Toi, tu es le fondateur, cofondateur, vous êtes cofondateur, c'est ça. de Limo. Limo, donc c'est avec un Y, hein, L-Y-M-O. On vous trouve sur limo.fr. Et tu fais de l'immobilier. Oui, c'est ça. En fait, on est une plateforme de crowdfunding immobilier, mais on est aussi promoteur immobilier. Voilà. On a été les premiers à lancer ça en 2011. Ça consiste à quoi ? Une plateforme de crowdfunding immobilier, en fait, ça met en relation des particuliers comme toi et moi qui veulent investir dans des projets immobiliers avec des promoteurs qui proposent des projets. Et l'objectif pour l'investisseur, c'est de toucher des rentabilités entre 8 et 12% par an. Voilà, donc on fait ça. Et on est aussi promoteur immobilier. On a la particularité que tous les projets qui sont présentés sur notre plateforme sont des projets que nous-mêmes et nos équipes réalisons en interne. Voilà. Mais donc du coup, tu mets le crowd en relation avec toi-même, si t'es le premier moteur. Exactement. En fait, l'histoire de Limo, c'est quoi ? C'est en 2011, en fait, on est des promoteurs à la base. On avait un petit projet près de Toulouse. Ouais. Et du coup, on va voir une banque. Et quand tu es promoteur et quand tu vas voir une banque, la banque te dit « Ok, bah, je te finance ton projet. En revanche, j'ai besoin que toi, t'apportes aussi tes fonds. » Donc, c'est exactement la même chose que quand tu achètes un appart. Ils te demandent un apport personnel, ça s'appelle juste les fonds propres. Et du coup, quand on démarre et qu'on n'a pas de fonds propres, on fait comment ? Et donc, on a eu l'idée à l'époque ce sont mes associés qui ont eu l'idée, d'aller voir WeSeed, qui était une plateforme de crowdfunding en start-up, et de leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez pas proposer plutôt de l'immobilier plutôt que des start-up ? Et du coup, on trouve 26 personnes qui nous prêtent 50 000 €. Avec ces 50 000 € et l'argent que nous avait prêté la banque. Donc attends, je te stoppe 2 secondes. WeSeed, en effet, c'est une plateforme de crowdfunding qui fait de l'immobilier aussi maintenant. Ouais, qui fait de l'immobilier. Mais donc tu vas les voir en leur disant plutôt que d'investir dans, je sais pas moi, telle start-up, Blablacar, 100, 200 000 €, prête-nous l'apport pour que moi je puisse aller voir une banque pour financer le reste du projet. Alors c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que d'abord tu vas voir la banque, comme quand tu achètes ton appart, tu vas voir la banque et la banque te dit ok, je te prête tes sous, mais je te prête des sous, mais apporte-moi 50 000 €. Et donc effectivement, on est allé voir WeSeed, on leur a dit est-ce que vous pensez pas que vos investisseurs pourraient avoir un intérêt à investir dans l'immobilier ? Après tout, c'est concret. C'est l'espèce de caillou que tu mets au milieu d'un levier, quoi, dans les dessins animés, tu vois, c'est un peu ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu as les deux côtés du truc, mais t'as pas le caillou, le petit caillou au milieu. D'accord. Exactement. Et on se dit si des investisseurs peuvent être intéressés par investir dans un projet qu'on a présenté, on peut leur proposer 10% de rendement parce que l'immobilier, la promotion immobilière, c'est assez rentable. Ils peuvent venir voir le projet eux-mêmes sur place. Ça peut marcher. Et donc, les gens, ils ont été assez agréablement surpris. Ils nous ont prêté 50 000 €. Il y avait 26 personnes. Et avec cet argent-là et l'argent de la banque, on a construit un petit projet. On a vendu des appartements et avec la vente des appartements, on a dégagé un profit. C'est quoi par exemple les montants de ce premier projet, tu t'en souviens ? Oui, c'était 50 000 €. Non, 50 000 € de levée, d'accord, mais le total du projet, t'as levé, vous avez fait combien C'était un projet immobilier à combien ? C'était un petit projet. En banlieue de Toulouse, il y avait 5 appartements, donc c'est petit pour des projets immobiliers. Ouais. C'est un projet qui a dégagé un cash flow, un bénéfice total d'environ 100 000 €. D'accord. Les frais financiers, c'était la banque plus les investisseurs en crowdfunding. Donc, quand tu déduisais ça, tu devais gagner à peu près 90 000 €. D'accord. Et on a pu faire cette opération grâce aux fonds qui ont été apportés par les investisseurs de WeSeed. Donc, l'idée, après, j'imagine, c'est de reproduire ce genre de choses, mais sur des montants beaucoup plus gros. Parce que j'imagine qu'une opération de promotion pour toi derrière un bureau, tant que t'es pas sur le chantier avec un casque, j'exagère un peu, mais c'est un peu la même chose que un truc très très gros qu'un truc tout petit, quoi. Ouais. Alors la première idée, c'était de dire, si ça marche, si ça intéresse les investisseurs, est-ce que nous, on peut pas créer notre propre plateforme, tu vois ? On passait par WeSeed, avec qui on a de très bons relations, et d'ailleurs je les embrasse. Mais on s'est dit, si on peut créer notre propre plateforme, on aura nos propres investisseurs et on pourra faire beaucoup d'opérations comme ça. Je comprends. Alors l'idée dans cet épisode,
pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne et parce que tu sais que moi j'adore l'immobilier, hein, donc un peu trop, je suis comme tous ces Français un peu cons, on en parle dans ce podcast, hein, qui sont full IMO et voilà, donc j'essaye de me soigner. Ouais. Vous, en fait, on est à mi-chemin dans ce que tu proposes entre un produit financier et de l'immobilier, finalement. Alors, c'est plutôt un produit financier. Oui. L'ensemble des plateformes de crowdfunding, que ce soit Limo ou tous nos confrères, te proposent quoi? En fait, elles te proposent de prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers. Et un promoteur immobilier, c'est quoi? Un promoteur immobilier, c'est une société dont le but est de trouver un terrain, de faire construire, de vendre les appartements. Et le promoteur, une fois qu'il a vendu ses appartements, il dégage un profit. Et avec son profit, il rembourse la banque qui lui a prêté l'argent et les investisseurs qui lui ont prêté l'argent. Et donc, j'en reviens au crowdfunding immobilier. Quand les plateformes te proposent à toi de prêter de l'argent à des promoteurs, c'est un placement financier. Tu prêtes de l'argent à un promoteur. Tu n'es jamais propriétaire de quoi que ce soit. Exactement. C'est la grande différence avec la SCPI, par exemple, que certains d'entre vous connaissent probablement. C'est que tu n'es pas propriétaire de quoi que ce soit. Tu prêtes de l'argent à un opérateur immobilier qui va prendre un risque pour construire quelque chose, le vendre, dégager un profit et te rembourser avec ça. Tu prends le risque avec lui. Et tu prends le risque avec lui. Et ça, c'est vraiment la question, parce qu'en fait, évidemment, je regarde ça. J'en ai jamais fait de placement sur des plateformes comme Limo ou tes confrères. Mais t'arrives quand même très vite dans des taux qui te semblent suspects, en fait. Ouais. Pourquoi c'est payé aussi cher, en fait? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent sur le marché, finalement... pourquoi tout le monde ne va pas là-dedans si ça paye si bien? Pourquoi en fait c'est pas des grands fonds qui viennent investir chez toi plutôt que laisser une tonne de particuliers? Quel intérêt Alors c'est une super question. Pourquoi le promoteur lui-même peut emprunter à des taux aussi importants et donc te les donner à toi investisseur? Il faut savoir que quand un promoteur a besoin... Donc, un promoteur, comme je le disais, son métier, c'est d'acheter un terrain, de faire construire. Ça, c'est ses principaux coûts, c'est acheter le terrain et construire. C'est des coûts qui sont de plusieurs millions d'euros, donc c'est des coûts importants. Le promoteur, pour financer ces coûts-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher 3 sources de financement différents. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va demander un emprunt bancaire. Si tu as un besoin de 100, l'emprunt bancaire va couvrir à peu près 40. Si je reprends par exemple ce premier projet à Bordeaux, parce que par exemple tout à l'heure tu m'as dit, pour rester, moi tu sais, il faut que ce soit très limpide, bien donc tu disais que tu avais dégagé un bénéfice de 100. Le projet total, il a coûté combien entre l'achat, tu peux arrondir, hein, mais entre l'achat et justement les constructions et tout ça? Alors, pour faire simple, on va dire... J'ai dit Bordeaux, c'était à Toulouse. C'était à Toulouse, oui, c'est pas grave. Donc, on va dire que c'était un projet, c'est un petit projet pour lequel l'ensemble des coûts, c'était 1 million. Ok. L'ensemble des produits, c'était 1 million 100. Ok, c'est ça. Ok. Et du coup, tu fais une marge de 100. Ok. Et tes coûts de revient, donc ton 1 million, comment tu le finances? Alors, en règle générale, si tu as un besoin de 100 ou de 1 million, comme je le disais, la banque va te financer à peu près 40%. D'accord, c'est tout? C'est tout. Parce que en France, quand tu construis dans le neuf, tu vas aller chercher aussi de l'argent grâce à la vente des appartements que tu fais. En France, on vend sur plan. D'accord, en avance. C'est-à-dire que toi, tu vas en avance, exactement. Donc toi, acquéreur d'appartement, tu vas me donner de l'argent pour acheter ton appartement, alors que moi, je suis en train de construire. Donc grâce à cet argent que toi, tu m'apportes, moi, je paie les entreprises qui sont en train de construire. Et ça va représenter 40% du financement sur les 100 dont on parlait. Donc sur les 100, tu as 40 qui te sont apportés par la banque. Tu as 40 qui te sont apportés par la vente d'appartements que tu fais au fur et à mesure, et il te reste 20. Ces 20, c'est les fameux 20 que la banque va te demander d'apporter en contrepartie du prêt qu'elle te propose. D'accord. C'est les fameux fonds propres. Et ces 20, comment tu les sors? Il y a 10, 20 ans, 30 ans, et ça continue à le faire d'ailleurs chez certains promoteurs, tu regardes dans ta trésorerie, ou alors tu fais ce qu'on appelle des tours de table de promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que tu vas voir des amis, tu leur dis voilà, j'ai un bon deal, j'ai besoin de 200 000 euros, est-ce que toi tu peux pas me prêter 20 000, toi 20 000, toi 20 000, etc. Ou alors tu fais appel au crowdfunding et tu vas chercher auprès de particuliers ces 20 qui te manquent. Donc en fait le risque, Et pour finir, pour répondre à ta question initiale, donc ces 20-là que va chercher le promoteur sur les plateformes, il peut le rémunérer à hauteur de 10% parce que ça ne représente que 20% du besoin total de financement. Le reste, c'est la banque, mais la banque va te prêter à 3-4%. Et le reste, les autres 40%, c'est les fameuses réservations, c'est les ventes d'appartements. Et ça, c'est gratuit. Ça ne coûte rien au promoteur puisque la vente, c'est des fonds qui rentrent sans prêt.
Et du coup, à la fin, il te reste quand même à vendre les appartements qui restent, c'est ça? En gros, si tu as vendu, si tu as récupéré 40% grâce aux appartements que tu as vendus, alors en l'occurrence, ça fera les 70% restants puisque tu arrives à 110 à la fin, c'est ça? Une fois ton bénéfice. Dans mon exemple, en fait, le 110 ou le 1 million 100, ça correspond à la somme des ventes des appartements. Oui, voilà, d'accord. C'est ça. Et donc tu les vends une fois que le projet est sorti, les derniers, ou au fur et à mesure? En général, la banque t'oblige, avant de démarrer les travaux, d'en avoir vendu la moitié. Okay. Sinon, elle te dit non, vends-moi d'abord les appartements, ensuite je te prête l'argent. Et l'autre moitié, c'est pendant les travaux jusqu'à la livraison. Exactement. Et jamais là-dedans, tu restes propriétaire, opérateur du truc en disant finalement je veux garder tous les apparts et je les loue? Alors, non, c'est la différence entre promoteur et foncière. D'accord. Le promoteur, traditionnellement... J'apprends des trucs vraiment aujourd'hui. Construit et c'est vrai que la promotion immobilière est mal connue en France. Hein. Ouais. Construit pour revendre. Quoi. Ouais, construit pour revendre. Il y a ces grands débats de est-ce qu'il vaut mieux construire pour revendre et faire du cash immédiatement, ou est-ce qu'il vaut mieux louer et profiter de la hausse des prix des grandes agglos. Quand on lit des bouquins de promoteurs, bon, il y a pas de vérité absolue, c'est un peu en fonction de ce que chacun préfère. Mais théoriquement, le promoteur, les Bouygues, les Nexity que tu connais, les Kaufman et Broad, ils louent jamais, ils vendent tout de suite, quoi. D'accord. Et alors un marchand de biens dans tout ça, c'est quoi? Bonne question. Un marchand de biens, c'est quelqu'un qui rénove. C'est la différence avec le promoteur. Le marchand de biens, il achète un bien. 40 ans, je vais savoir faire la différence entre un promoteur, un marchand de biens et une foncière. La vache, ça y est. Maman, je suis un homme. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est des mots qui eux-mêmes sont pas explicites. Le marchand de biens, il achète de l'ancien, il rénove, il revend. Le marchand de biens, ça fait un peu bricolo. Je veux dire, non, mais c'est vrai, tu vois, c'est souvent, moi j'ai des potes qui sont marchands de biens. Je sais enfin ce qu'ils font. Non, mais en fait, en l'occurrence, maintenant que tu me le dis, ça met les mots dessus, mais je dis bricolo, ils se débrouillent très très bien, mais ce que je veux dire, c'est souvent une personne ou il y a des grosses boîtes qui sont marchands de biens. Non, bonne remarque. La clé dans le marchand de biens, c'est d'acheter pas cher. Parce que la difficulté du marchand de biens, c'est ça, c'est mon truc, ça. Acheter pas cher. Ouais. La difficulté du marchand de biens, c'est comme tu achètes un truc, tu connais pas son état et que tu vas faire des travaux, bah, tu arrives mal à estimer, ou c'est compliqué d'estimer avant les travaux que ça va coûter parce que tu découvres au fur et à mesure que tu fais les travaux. Donc pour être sûr de pas te planter à la fin de l'opération, il faut acheter très peu cher, de façon à avoir une marge de sécurité. Et donc la clé d'un bon marchand de biens, c'est son réseau. Trouver des choses qui sont peu chères. Et des grosses boîtes font pas ça. Alors que le neuf, c'est un peu plus simple dans la mesure où tu construis sur un terrain nu et les coûts de construction, il y a moins de surprises. Tu sais ce que ça va te coûter, quoi. Une fois que tu es expérimenté, tu peux en avoir, mais tu peux trouver un site archéologique sous ton machin, mais bon. Ouais, c'est beaucoup plus lisible les travaux sur le neuf que sur l'ancien. Ouais. D'accord, donc ça c'est vraiment ces trois grands métiers. Ouais. Toi, tu es sur de la promotion et à l'origine, donc votre métier, c'est plutôt de la promotion en fait. Ouais, nous on est des gens de l'immobilier, de la promotion immobilière. Et on a démarré comme ça. Et on s'est dit, voilà, pour pouvoir multiplier les opérations de promotion, on a besoin de fonds. Et les fonds, on va aller le demander auprès de particuliers sur Internet. Ok, alors je voudrais qu'on aborde deux choses dans cet épisode ensuite. C'est justement un peu désormais... sur la partie, on va dire, crowdfunding et cette partie financière, j'aimerais comprendre quels sont les risques et comment ça fonctionne, pourquoi c'est payé autant et voilà. Et après, j'aimerais qu'on aborde la partie promotion et comprendre... moi, je suis plutôt finalement dans une approche dans mes projets, des bureaux par exemple, je fais plutôt du marchand de biens, sauf que je revends pas en fait finalement, donc j'opère derrière puisque c'est du corporate, c'est pour mes bureaux. Mais finalement, la promotion que j'ai jamais fait, j'ai zéro expérience là-dessus. C'est quoi les fondamentaux et c'est quoi les choses à savoir? Est-ce qu'on peut s'inventer? Qu'est-ce qui se passe si demain, on va aller là-dessus pour commencer d'ailleurs, tiens, demain j'achète un terrain et je veux construire, toi t'es peut-être moins bureau que appartement semble-t-il et habitation, mais c'est quoi les choses à savoir? Alors les choses à savoir, c'est que la promotion, c'est un métier qui est relativement complexe, qui par conséquent a une forte barrière à l'entrée, parce que il faut dans une même organisation avoir des compétences de négociation pour trouver des terrains pas chers, de négociation pour convaincre des mairies de faire ton projet, d'ingénierie travaux pour construire évidemment. Il faut avoir des bons commerciaux qui te vendent des appartements. Il faut avoir des très bons contrôleurs de gestion parce que ce sont des projets qui
qui dure plusieurs années avec des sommes qui sont supérieures aux millions d'euros. Et donc, c'est l'agglomération de l'ensemble de ces compétences qui est difficilement trouvée dans une ou deux personnes. Tu peux pas le faire en mode bricolo. Je peux pas, là, justement, me dire, tiens, j'achète un terrain bien placé, j'ai une opportunité, j'hérite ou je sais pas, tu vois, en périphérie ou pas loin de machin, et je vais construire un truc de 6-8 appartements un peu standard avec un archi et basta. On dit qu'il faut... Non, tu peux pas le faire Enfin, tu as plusieurs éléments contraignants. Les éléments contraignants, c'est quoi? C'est souvent le capital. Il te faut des sommes assez importantes, à part si tu hérites du terrain, mais il faudra encore trouver des fonds pour construire, et ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, l'élément bloquant, c'est soit le capital, soit le terrain, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pas de terrain, soit les ventes, parce qu'en promotion, tu revends quelque chose que tu vas construire, soit la quatrième pièce qu'il faut nécessairement au départ, c'est le savoir. Comme je le disais, c'est assez horizontal, il y a beaucoup de savoirs différents à connaître. Et on a tendance à dire qu'en promotion immobilière, tu peux pas commencer si tu n'as pas au moins un des quatre. Soit le savoir, le knowledge, comment fonctionne tout ça, et ça vient avec l'expérience vraiment. Tu l'apprends pas vraiment dans les livres, ou alors tu apprends la théorie, mais tous les cas sont différents. Chaque projet de promotion est un prototype en fait. Soit le terrain, soit les ventes, soit le capital. Voilà, il te faut un de ces quatre pour démarrer. C'est pour ça que la conséquence de ça, c'est que par exemple, les banques, malheureusement, financent très peu les jeunes promoteurs parce qu'elles ont trop peur. Il faut avoir démontré que tu as pu avoir du succès dans des précédentes opérations. Alors tu vas me dire comment je fais pour avoir du succès dans les précédentes opérations si la banque ne finance pas. Souvent, tu peux faire des copromotions, c'est-à-dire que tu vas t'associer avec des personnes qui ont les compétences que tu n'as pas. Par exemple, ta tante vient d'hériter d'un super terrain dans le centre de Paris, et puis tu as de l'argent. Donc déjà, tu as deux choses sur les quatre. Tu as le terrain et du capital, mais il te manque le savoir. Et il te manque les ventes. Tu vas t'associer à une agence IMO qui connaît très bien le quartier, qui saura te dire les prix. Et puis, tu vas prendre avec toi un vétéran de la promotion immobilière qui va t'aider à monter. J'ai envie de dire les ventes quand même. Alors, en 2000, moi j'ai vendu mon appart il y a quelques mois. En 2020, il se trouve qu'en ce moment, c'est pas compliqué quand même. Alors, ça dépend des zones, j'imagine, mais à Paris, c'est pas compliqué. Tu as tout à fait raison, ça dépend des zones. À Paris, en région parisienne, en règle générale, il y a une telle demande que c'est pas compliqué. Mais en revanche, faut être fin. Par exemple, oui, tu vas pouvoir fixer un prix parce que tu sais faire ton étude de marché, mais mettons que t'aies pas envie de le faire toi-même, tu vas passer par des intermédiaires. Combien je rémunère l'intermédiaire ? Bon, si j'ai, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais tu as 10 appartements de 500 000 euros chacun, donc ça te fait 5 millions. Si tu te plantes juste d'1% de pourcentage que tu donnes à ton intermédiaire, ça te fait des grosses sommes que tu vas perdre. Donc, il faut connaître le marché pour savoir ce qui se donne à ces intermédiaires-là. Voilà. Mais les ventes, effectivement, sur la région parisienne, c'est pas le plus compliqué. Mais par exemple, Moi, je les mets sur le Bon Coin. Ou tu les mets sur le Bon Coin, ouais, tu peux les mettre sur le Bon Coin. Mais il va falloir que tu demandes, par exemple, une autorisation à la mairie. Comment je fais pour demander une autorisation à la mairie ? Est-ce que je fais des T2 ? Est-ce que je fais des T3 ? Est-ce que je fais un sous-sol ? Parce qu'il me faut des parkings. Si je fais un sous-sol, c'est quelle technique de construction que j'emploie ? C'est des micro-décisions qui se prennent à chaque fois. Et si tu n'as pas d'expertise, tu peux faire la mauvaise décision et perdre de l'argent. Et perdre de l'argent rapidement. Sachant qu'en fait, c'est un peu comme partout. Tu te dis, non, mais attends, je prends un architecte, il me dira, mais non, en fait, l'architecte, c'est pas lui qui a le knowledge, le savoir sur ce qui a de la valeur, comment optimiser les choses, etc. Si. Il peut l'avoir ou il peut ne pas l'avoir. Et si toi, tu connais pas le métier, tu sauras pas dire s'il ne l'a pas. Et c'est vraiment un métier d'ajustement sur toutes les parties. Le marketing va fixer des prix très, très clairs en fonction d'études de marché. La vente va te dire, moi, je vais plutôt vendre avec cette personne, soit en direct, soit avec cette personne. L'ingénieur travaux va te dire, oula, j'ai déjà travaillé dans ce quartier-là. Les fondations, il faut ce type de fondation. Et chacun ajuste sa compétence et en fonction de ça, tu dresses un bilan qui va optimiser ce que tu vas gagner à la fin. C'est ça qui est compliqué. C'est pas très compliqué quand tu regardes chacune des branches. On lance pas des fusées. En revanche, c'est cette multiplicité d'informations différentes que tu n'as jamais dans une seule personne, sauf à avoir d'expérience de 20, 30, 35 ans. Donc au départ, quand tu l'as pas, tu t'associes avec des gens qui l'ont dans les secteurs. Non, mais évidemment, je dis ça, j'allais dire c'est bon, du coup j'ai compris, je peux le faire. Non, mais il se trouve que en effet, tu vois, pour avoir rénové plusieurs bureaux, par exemple, il y a un certain nombre de choses que j'ai compris pour optimiser. Ici, tu vois, chez Cosa Vostra, l'électricité, les plans, j'ai plus de faux plafonds, j'ai plus de machin, tout est hyper industriel, etc. Mais j'économise à fond en fait en faisant des trucs comme ça, et je réussis à rénover à des prix qui sont complètement indécents comparativement à ce que tu peux faire sur de l'habitation, puisque j'ai fait des rénovations ici à un prix qui ne doit pas être loin de en tout cas on est rénovation intégrale, électricité,
fenêtres, eau, cuisine, salle de bain, tout ce que tu veux dans un bureau comme celui-ci, je crois qu'on était à moins de 500 € le mètre carré. Oui, c'est faible, effectivement. Ouais, ce qui devrait être sur une habitation à 1005, je pense, quelque chose comme ça. 1000, quand tu rénoves à Paris, entièrement c'est 1000. Après, les bureaux, c'est effectivement un peu différent parce que tu as beaucoup moins de cloisons. Ouais. T'as pas de salle de bain, donc t'as pas de pièces techniques comme ça. Moi, j'ai des salles de bain. Ah, t'as des salles de bain ici. Bien sûr. Et, d'accord. Mais c'est vrai que donc ça, c'est l'expérience, c'est ce que je veux dire. Et comme tu le dis toi-même, la première fois, tu fais un peu des conneries, et puis la deuxième, t'en fais un peu moins, et puis à la fin, voilà, ce qu'il faut, c'est pas acheter. Donc, note pour plus tard, ne pas acheter le premier projet immobilier d'un promoteur. C'est ça. C'est ça. Et si on revient sur nos auditeurs qui voudraient investir dans le crowdfunding immobilier, ce qui est intéressant de voir aussi quand ils auditent des projets, c'est les projets passés des promoteurs. Quelle expérience ils ont? Et tout l'immobilier étant très local, est-ce qu'ils connaissent bien la zone dans laquelle ils interviennent aussi? D'accord. Ça, c'est important. Parce que c'est quoi le problème du local? C'est le prix des terrains, c'est j'imagine que tu utilises aussi toujours les mêmes partenaires de construction, etc. Ouais, c'est ça. C'est connaître quel est le bon partenaire de construction local, celui qui est pas cher. C'est connaître quel est le bon vendeur. Tout le monde à Paris, en région parisienne, veut vendre tes projets parce qu'il y a une telle demande. Mais il y en a qui sauront t'expliquer que cet appart, il n'est pas à 800, il est à 820, qui vont voir la subtilité qui va te faire gagner 20 000 € d'un coup. 20 000 €, c'est pas rien. Et là, qui va te dire non, vends-le à 800. Il faut que toi, tu trouves le bon partenaire qui connaisse très très bien cette rue, qui te dit non, là, je peux aller jusqu'à 820. Tu vois? Et quand tu entames un projet comme ça, tes partenaires de construction, par exemple, ils te garantissent un prix? Je veux dire, tu arrives à avoir un truc qui est relativement ficelé où tu n'as pas de mauvaise surprise? Oui, c'est justement le rôle du promoteur avant de démarrer le projet, de ficeler l'ensemble de tes coûts. Et donc, tu vas voir tes entreprises avant, tu vas signer des marchés, et donc, tu as des coûts qui sont fixés. Et en fonction de tes coûts, et en fonction des prix de vente que tu espères, tu vas pouvoir déduire une marge. Très bien. Donc, grâce à Jean-Baptiste, maintenant, on sait tous faire de la promotion immobilière. On peut y aller. Et d'ailleurs, tu sais, on a chez Limo et chez les autres plateformes, on a des membres. Chez Limo, on a 20 000 membres dans la France entière. J'ai souvent des personnes qui me demandent, voilà, j'ai 30 ans, je travaille chez Nexity ou ailleurs, j'ai envie de démarrer de la promotion immobilière. Je connais un petit peu la vente, je connais un petit peu les travaux, mais comment je peux faire pour démarrer ma propre société? Et nous ou d'autres leur proposons de s'associer à nous dans des opérations de copromotion, de joint venture. Et on leur dit, écoute, si tu nous trouves le terrain ou si tu sais faire des travaux, on t'intègre dans une opération et on partage ensemble les produits de cette opération-là. Tu fais ça que en France? Oui. Tu ferais ça à l'étranger? Pour l'instant, non, parce que les règles sont un petit peu différentes à l'étranger. Il y a déjà suffisamment de boulot en France, mais parce que la promotion immobilière, c'est un métier très très intéressant parce qu'elle est très vaste. Voilà. Alors, en fait, maintenant que j'ai compris pas mal de choses, je me repose, je reviens en arrière, je me pose quand même d'autres questions parce que, par exemple, j'ai un copain qui bosse dans l'IMO depuis très longtemps, qui était chez Carlyle, qui est un des gros fonds internationaux, je crois. Et il y est plus maintenant, mais il fait des opérations dans lesquelles il va acheter de l'ancien, il va te rajouter 12 étages et donc en fait c'est ni du marchand de biens ni c'est quoi ça? C'est de la promotion du coup? Parce que tu vois ce que je veux dire, en fait le truc il te le retourne littéralement, c'est plus du tout le même immeuble quoi. Alors dans ces cas-là tu as deux options, tu as l'immeuble de bureau que je transforme en logement. Ça on peut appeler ça, je sais pas si on appelle ça du marchand de biens, mais c'est la transformation d'activité. Où tu as la surélévation, c'est-à-dire achète un immeuble de 2 étages, j'en fais 2 ou 3 autres. Ouais, mais tu vois, tu as aussi ces immeubles où en fait, dans les grandes villes, tu vois ça à Rome, à Barcelone, à Paris évidemment, etc., où en fait, ils te gardent juste la façade en fait. Donc, là, oui, ils désossent tout l'intérieur et ils refont tout. Ils te font truc et puis ils te rajoutent 8 étages et puis... Ça, c'est du marchand de biens, ouais. Dès que tu rénoves, c'est du marchand de biens. Parce que tu regardes la façade en fait. Ouais. Oui, et puis en général, s'ils gardent la façade, c'est parce que la mairie leur a demandé de garder la façade parce qu'il y avait un intérêt architectural. Dans ce métier-là, tu as 2 difficultés. En général, comme tu es en centre-ville, tu l'as dit, ou dans les grandes agglos, tu n'as pas de problème pour revendre des apparts après. Tu sais que tu vas les revendre et c'est bien placé. Par contre, tu as 2 difficultés. La première, c'est... tu en as 3. Tu as trouvé ce foncier-là et convaincre le vendeur de te le vendre. Tu as 2, c'est convaincre la mairie aussi. La mairie peut vouloir que tu ne détruises rien. Et le troisième,
le plus important peut-être, c'est les coûts travaux. Parce que comment tu fais pour ne garder que la façade et ensuite, comment tu fais pour désosser et reconstruire derrière. Mais ça, c'est du marchand de biens. Du gros marchand de biens, mais des marchands de biens. Donc, il y a des gros marchands de biens. Il y a des gros marchands de biens. Ok. Si on revient sur la partie plus financière de tout le crowdfunding, finalement, je te disais, ça peut faire un peu peur. Que ce soit d'ailleurs dans les startups, je pense que tu as quand même plus de risques que dans l'IMO. Maintenant, dans des rendements, donc souvent sur des périodes assez courtes quand même, de 5, 6, 7, 8, 10%. Moi, j'ai forcément cette réaction qui est de dire si c'est du 8-10%, c'est qu'il y a un gros risque en face. C'est un super réflexe parce que les fondamentaux de l'investissement, c'est bien comprendre ce dont on investit, toujours bien comprendre. Il faut absolument comprendre parce que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, si vous n'avez pas compris, vous ne serez pas en capacité de soit refaire si ça fonctionne ou ne pas refaire si ça fonctionne pas. Et le deuxième réflexe, et c'est toujours bon de le rappeler, c'est que rentabilité et rendement vont de pair. Plus la rentabilité est élevée, plus le risque... rentabilité et risque vont de pair. Donc, plus la rentabilité est élevée, plus le risque est élevé. Aujourd'hui, le livret A, c'est considéré comme le moins risque. C'est 0,75% de rendement. Et tu peux quasiment pas perdre ton argent. Le crowdfunding immobilier, c'est 8 à 10%. Donc, c'est beaucoup plus et il y a du risque. Le risque, pour aller directement là-dedans, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le promoteur, il a tout un tas de variables et à un moment donné, il doit faire en sorte que ça fonctionne. Et il y a forcément du risque. Alors, cela étant dit, on pourra revenir sur comment limiter le risque tout à l'heure. Mais depuis cette première opération qu'on a faite à Toulouse, il y a quand même dans le crowdfunding immobilier, sur l'ensemble des plateformes, il y a 660 millions d'euros qui ont été investis en France dans le crowdfunding immobilier, ce qui est énorme. Et il y a eu un défaut. Un opérateur qui était en défaut, qui avait plusieurs opérations, 3 ou 4. Mais sur les 1200 qui ont été financés dans le crowdfunding immobilier total, sur les à peu près 500 qui ont été remboursés, il y a 2 ou 3 opérations, je ne sais plus exactement, qui ont vraiment fait défaut. Alors attends, un défaut c'est quoi? C'est que tu perds tout ton pognon. Voilà, tu peux pas perdre plus que ce que tu as investi, et heureusement. Par contre, tu peux, comme en bourse, tu peux perdre la totalité de ton capital. Donc en crowdfunding immobilier en particulier, il ne faut pas investir l'argent dont on a besoin. Ouais, d'accord. Mais du coup, ce défaut, il est sur une plateforme connue. Bon, c'est peut-être pas la peine de dire qui. Oui, c'était il y a quelques années déjà. Ouais. Et pour la faire simple, c'était un promoteur immobilier qui avait voulu essayer, qui avait testé une nouvelle technique de construction avec du bois. Et donc, il était un petit peu sorti de son métier. Il s'était acheté une usine pour fabriquer des modules en bois. Et puis, je pense que je sais pas quel est le fond de l'histoire, mais c'est un autre métier. Ça avait planté l'ensemble de son groupe. Et donc, ça avait planté les quelques opérations. Mais moi, j'encourage les investisseurs qui veulent y aller dans le crowdfunding immobilier à regarder sur des sites qui sont des comparateurs, qui englobent toutes les opérations qui ont été faites. Et ils verront que finalement, le risque il y a du risque, mais finalement, on s'en tire pas trop mal, toutes les plateformes. Oui, alors après, jusqu'à ce que le marché se retourne aussi, peut-être parce que c'est ça la question aussi. Là, on est sur un marché boule depuis 10 ans, plus, Et qu'est-ce qui se passe quand le marché se retourne? Qu'est-ce qui se passe si par exemple ton opération coûte 1 million, tu cherches 100 000 en crowdfunding et à la fin tu revends le tout 900. Ceux qui ont mis tes 100 000 en crowdfunding, ils prennent combien? Alors c'est une bonne question. Ça dépend du problème que tu as. On va dire si tes investisseurs, en ce qui concerne l'IMO, mais les autres plateformes, chaque plateforme propose des produits qui sont dans des endroits différents et des types d'immobilier différents. Okay, donc ça peut être du bureau, du logement, etc. Ce qui concerne l'IMO, ce que je connais, nous on ne fait que les grandes villes françaises et on fait que du logement. Quels sont les problèmes qui peuvent arriver? Tu peux avoir un projet et que tu risques t'as prévu de vendre à un certain prix et en fait tu te rends compte que le marché n'est pas là. Donc quand tu restes dans les grandes villes, ce qui peut arriver, c'est que les gens ne veulent pas acheter ton bien, mais par contre, c'est souvent qu'une question de prix parce qu'il y a une forte demande dans les grandes villes. Donc, tu vas baisser ton prix jusqu'à ce que tu vendes tes appartements. Ou alors, si tu n'as pas du tout démarré ton projet, tu vas vouloir revendre ton terrain puisque tu n'as pas pu construire dessus et tu vas baisser son prix avec une décote. Et la décote, c'est difficile de le dire à l'avance à combien elle va être. Ça va dépendre du problème que tu as. Et dans ce cas-là, quel va être l'impact pour l'investisseur? Ça va être que soit il ne touchera pas les 8 à 10% de rentabilité qu'il avait prévu, c'est-à-dire il va toucher 6-7, soit si le problème est plus grave, il va rien toucher, soit si le problème est encore plus grave, il va pas toucher, il va perdre son capital. Voilà. Il faut que l'investisseur en crowdfunding immobilier ait bien conscience que s'il y a une rentabilité qui est élevée, il y a un risque qui est également élevé. D'accord. Et si en revanche le truc il part au plafond
et que il s'est vendu 1,5 million alors que t'espérais faire 1,1 million, lui il touche pas plus que 7 ou 10%. Non, il touche pas plus. C'est la différence entre le fait d'être actionnaire et obligataire. C'est un peu technique, mais grosso modo, quand on fait du crowdfunding immobilier en France, quand l'investisseur investit, il achète une obligation. Une obligation, c'est grosso modo un titre qui lui donne droit de toucher un certain rendement à une certaine époque. Voilà. Mais il n'est pas actionnaire. Donc, l'avantage avec l'obligation, c'est qu'il y a un contrat, donc le promoteur lui doit tel type de rendement. En revanche, si le projet fonctionne mal, il ne peut pas payer les pots cassés avec le promoteur. Il est limité à la fois dans la hausse, mais aussi dans la baisse. Et il y a des plateformes qui proposent d'être actionnaire, du coup, sur des projets ? Plus. D'accord. Plus. Ça c'est pour diverses raisons, ça se fait plus trop. L'obligation. Et alors, finalement, les montants dont on parle, à la fois, c'est énorme, et à la fois, c'est petit. Je veux dire, 660 millions, par exemple, depuis 2011, 2012, 2013. Je veux dire, quand j'entends ça, je me dis waouh, c'est fat. Et à la fois, je me dis, en fait, pourquoi c'est pas Bernard Arnault qui a juste mis 660 millions depuis le début, puisque c'est 8-10%, il se serait fait 60 millions de plus. Et puis voilà, tu vois. Parce que je pense que lui, il doit toucher même sur ses propres opérations, son holding, plus que 10%. Il cherche plus. Parce que quand tu fais de la promotion, tu touches plus que ça. Oui, je suis d'accord. J'imagine. Après, bon, il a probablement un peu de spare cash à placer, tu vois, se dire, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien pour placer sur des projets, typiquement, quand tu vas chercher pour toi 100 000, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est la moyenne de ce que vous avez. Nous, c'est 300 000. Ouais. 300 000. Donc finalement, pour quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, il peut pas arriver avec les 300 000. Toi, tu n'acceptes pas une personne sur un projet. On limite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette industrie, aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui cherchent du rendement, parce que les rendements sont très bas. Et les projets de qualité sont difficiles à trouver pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'un projet de promotion, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et donc, tu as énormément de gens qui veulent investir et peu de produits de qualité sur l'ensemble des plateformes de crowdfunding. Mais quel est pour toi l'intérêt de splitter en 12 ou en 50 ces 300 000 plutôt que de dire j'en prends qu'un? Alors j'y viens justement. Okay, comme tu as beaucoup d'investissements qui se font et peu de projets, les collectes vont très 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 vite. Ouais. C'est-à-dire que la semaine dernière, pour te donner un exemple, on a levé 250 000 € en 4 minutes. Ça va extrêmement vite. J'ai vu ça, ouais. J'ai une plateforme qui m'a proposé, alors c'est pas chez vous, mais la semaine dernière, de réserver 5 jours je sais pas pourquoi d'ailleurs ils font ça. Pourquoi ils me réservent 5 jours un titre? Je sais pas. Je sais pas, mais chez nous, ça va extrêmement vite. C'est à peu près, là, c'était très très rapide. La semaine d'avant, c'était 100 000 € par 10 minutes, mais ça va très très vite. Et du coup, ce qui fait la force d'une communauté, c'est ses membres. Aujourd'hui, Limo a 20 000 membres. Ce sont aussi des personnes qui peuvent nous acheter demain des appartements à des tarifs préférentiels. Si on supprime l'intermédiaire, si je te vends un appartement en disant je supprime l'intermédiaire, je te donne la moitié de la marge de l'intermédiaire et moi je prends la moitié. Pas con. Ça, c'est la nouvelle façon de faire de l'immobilier qu'on essaie de faire chez Limo. Et du coup, si ma base de membres, elle est très faible, si j'ai peu de personnes, j'aurai moins de force commerciale. C'est la base de membres qui fait la force. Et tu crées là-dessus une vraie communauté. Je veux dire, je peux te dire j'ai un super terrain, je voudrais faire un projet. Enfin, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais sans mettre de cash, sans mettre de choses comme ça, ouais. Moi, je pense que c'est la promotion de demain. C'est utiliser cette communauté pour apporter des intérêts mutuels à chacune des parties. Ton intérêt à toi, ça va être de faire ta propre opération de promotion immobilière pour gagner de l'argent et placer ton argent, mais t'as pas les compétences. Ça, on va pouvoir te l'apporter. Notre intérêt à nous, promoteurs et plateformes, c'est trouver des gens comme toi pour avoir des projets de qualité. Si t'as le meilleur terrain de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse, c'est un actif qui a une grosse valeur pour un promoteur. Et c'est cette intelligence collective-là qui va fonctionner demain. C'est ce qui est assez génial, pardon, mais c'est que du coup, ça veut dire que de plus en plus, quand t'es, je sais pas, pour une raison X ou Y, pas seul dans ton coin, mais à te dire, je sais pas, j'ai hérité de ce truc, ou j'ai eu par exemple récemment l'histoire de quelqu'un que je connais qui a eu un immeuble qui était insalubre, enfin qui s'effondrait, donc du coup ils ont dû évacuer, et puis lui il était propriétaire d'une partie. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, tu vois? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est la merde, parce qu'en fait toi t'as pas forcément le cash pour reconstruire. Ouais, tu sais pas vers qui te tourner, c'est compliqué. En revanche, si l'immeuble il est en plein Paris et que t'avais un sixième de l'immeuble, finalement t'as probablement quelques personnes que ça va intéresser, quoi. Exactement. Okay. Et c'est dans cette communauté-là, t'as des gens qui travaillent dans les travaux. Et tu vois,
on va sur Nantes, on va sur Lille, et ben la première réflexe qu'on a, c'est de faire appel à la communauté pour savoir s'ils ont eux-mêmes des bons contacts d'entreprises de travaux, d'agents immobiliers, et tu vas beaucoup plus vite comme ça, au bénéfice des deux parties, encore une fois. C'est la force de la plateforme, ça, je pense. Et alors, du coup, à l'inverse, typiquement, là-dessus, t'as pas forcément... parce que moi, c'est vrai que je découvre aussi cet univers de la finance et je vois quand même de plus en plus la valeur de certains intermédiaires, entre guillemets, un peu conseils. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que finalement, depuis le début de la martingale, j'ai un gros problème, c'est que à chaque fois, comme là, j'ai forcément envie d'y aller, mais le problème, c'est que je peux pas aller à la fois sur, tu vois, acheter des bitcoins, des lingots d'or, aller sur Bivouac, aller sur Limo, acheter du pinard en volume, Bien et faire sûr. tout ça. Et alors que, en fait, la vérité vraie, de ce que j'apprends depuis le début, c'est qu'il faut aller partout si tu veux pas te gaufrer magistralement. C'est-à-dire que si, comme tu le dis, il faut pas que j'aille sur qu'un seul projet Limo, mais à la limite, il faut même pas que je mette tout mon argent Exactement. sur les 8 projets Limo actuels. Et pour faire ça, généralement, faut être accompagné. Le problème, c'est que toi, tu le supprimes, cet intermédiaire. Il a un intérêt, il a pas d'intérêt à bosser avec toi. Si. Alors, je veux dire, par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine ou un... Alors, le conseil en gestion de patrimoine, non, parce qu'on a trop d'investisseurs par rapport au projet de qualité. Mais pour revenir sur cette fameuse diversification, moi j'aurais tendance, alors pour paraphraser Warren Buffett, il disait le risque, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait. Et quand certains te disent il faut diversifier absolument sur plein de supports, moi franchement, j'aurais tendance à penser l'inverse. Vaut mieux te concentrer sur ce que tu connais vraiment. Et vaut mieux creuser ton sillon dans ton cercle de compétences. Si c'est l'immobilier, c'est l'immobilier. Renseigne-toi, lis, parle à des gens, fais une première opération, plante-toi avec peu d'argent, fais une deuxième où tu vas moins te planter, etc., etc. Moi, tu vois, j'ai l'impression, la promotion immobilière, avant j'étais dans l'immobilier commercial, promotion immobilière, je connais ça depuis que 6 ans uniquement, et j'ai l'impression qu'on a fait plus d'une centaine de projets aujourd'hui. À force de faire toujours la même chose, tu fais des erreurs tout le temps, mais tu les refais pas une deuxième fois. Et maintenant, sur un projet de promotion immobilière, je pense que j'ai 80 à 90% de chances de pas me planter, ce qui est le résultat de n'avoir fait que ça pendant 6 ans. Ouais. Et donc, c'est ça en fait mon investissement, c'est être certain à 80% que tu vas gagner plus d'argent que ce que tu as investi. Et pour faire ça, il n'y a pas de recette miracle pour moi. Il faut se concentrer sur une chose, la creuser, et essayer d'avoir des œillères. Ou alors faire confiance à des gens sur tous les aspects pour le faire. Du coup, avec tout ça, tous ces échanges, tu me mets un énorme doute là. On apprend quand même à l'école, on nous parle de l'offre et de la demande, tu vois, de toutes ces théories, voilà. En fait, quand tu me dis que les projets sont financés en 12 minutes, voilà, je me dis, mais c'est parce que tu donnes trop d'argent, en fait. Je veux dire, pourquoi tu donnes pas 4% du coup? Alors, on pourrait essayer, voir ce que ça donne avec 4%. Et pour te dire la vérité, il y a une telle tension aujourd'hui que, voilà. Ça marcherait? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais qu'on a commencé avec du 10%. Et aujourd'hui, le nouveau 10%, c'est plutôt 8%. Parce que l'IMO est plus connu, parce qu'on a remboursé déjà 26 fois, etc., etc. Ouais. Parce qu'aussi, les gens qui mettent 1 000 € la première fois pour voir, quand ils ont récolté leurs 10%, non seulement ils mettent 3 000 à 4 000 € la deuxième fois, mais ils appellent leurs potes. Donc la somme d'argent qui t'arrive est énorme. Donc comme la somme d'argent qui t'arrive est énorme, tu peux aussi baisser le taux au fur et à mesure. Mais la promotion, ça reste risqué. 8 est le nouveau 10, quoi. Ouais, chez nous, c'est ça. Okay. Chez nous, c'est ça. En fait, l'effet là-dessus, c'est que t'as la street cred, quoi. Entre guillemets. C'est-à-dire que si je suis un newcomer sur le business et que je veux lancer un concurrent de l'IMO, il faudra probablement que je propose 12. Le temps de... C'est ça. Et exemple caricatural qui vient illustrer ça, si Bouygues Immobilier demain vient sur une plateforme pour se refinancer, alors il le fera jamais parce qu'il n'a pas besoin, mais il va évidemment pas investir en proposant le même taux qu'un promoteur moyen comme l'IMO. Il va proposer du 2-3%. Et il y a énormément de gens qui vont lui prêter de l'argent. Parce qu'il a une grosse street cred. Exactement. Parce qu'on sait qu'il va pas se planter. Un track record, exactement. Et donc l'IMO, au fur et à mesure qu'on rembourse et qu'on construit, ça baisse notre taux d'emprunt. Ok. C'est quoi le ticket moyen chez vous Alors, c'est 2 000 €. D'accord. 2 000 €, donc c'est des petits tickets. Voilà. Okay. On a à peu près 120 personnes, 130 qui investissent à chaque opération, puisque en moyenne c'est 300 000 €. D'accord. Qui sont des gens de la France entière. Et même ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du monde entier maintenant. Il y a une telle demande mondiale de rendement qu'on a des gens qui voient que ça fonctionne bien en France sur le crowdfunding immobilier. Donc on a des gens des États-Unis, on a beaucoup d'expats aussi. Voilà. Très bien. Et là-dessus, à l'inverse, il y a des pays ou des gens qui font la même chose ailleurs, dans lesquels il faut regarder, investir, tu dirais ?
Toujours pareil. Alors, qui a commencé à faire ça? On a été en France parmi les premiers à le faire. Et grâce au gouvernement, en 2014, ils ont fait une loi sur le crowdfunding qui a permis de le faire. Aux États-Unis, ça a démarré. Moi, je conseille pas forcément d'aller à l'étranger. Oui, toujours pareil. Quand tu investis, il faut bien connaître ce dans quoi tu investis. Donc, si tu connais bien les marchés américains, oui, il va investir sur les plateformes américaines. Je pense qu'en Angleterre, il doit y avoir les mêmes choses. En Espagne, il y a un peu partout le même système de crowdfunding immobilier. Mais avant tout, je le répète pour nos auditeurs, il faut toujours bien comprendre ce dans quoi on investit. C'est plus facile pour toi d'aller investir dans un immeuble en Ile-de-France. Si tu es en Ile-de-France, si tu peux y aller le samedi, voir le quartier, sentir, demander aux commerçants, aux agences comment ils sentent le quartier, plutôt que d'aller investir un truc qui est à Los Angeles et que tu t'investis juste parce que l'image est jolie. Non. Le promoteur va faire de l'argent si sa marge est élevée. Sa marge, c'est évidemment son chiffre d'affaires, la vente des appartements, moins les coûts. Donc, un truc que peuvent faire les investisseurs facilement, par exemple, si tu investis demain dans un projet de crowdfunding immobilier, quelle que soit la plateforme, le promoteur va te dire, voilà, je compte vendre ces appartements T3 à 350 000 euros. Bah, toi, tu peux aller sur Se Loger, même si tu es à l'autre bout de la France, regarder ce que font les promoteurs concurrents, voir si eux aussi vendent des T3 à 250 000 euros pour aller challenger le promoteur initial. Il faut d'ailleurs aller le faire. Ça fait partie de ton devoir d'investisseur. Parce que si le promoteur te dit... Et les gens, ils doivent t'emmerder à t'appeler tout le temps pour des trucs comme ça, non? Non, parce qu'il y a un forum, en fait, où tu peux poser tes questions. D'accord. Donc, ils posent leurs questions, on leur répond, et ça donne la réponse à tous les investisseurs. D'accord. Non, parce que du coup, moi, j'aurais une tendance à me dire, finalement, t'investis, tu vois, 10 tickets de 1000 euros ou 5 tickets de 2000, tu vas pas vérifier parce que de toute façon, il faut voir que quand même, sur 2000 euros, à la fin, on parle de 10%, mais sur un an. C'est à peu près ça, donc tu vas gagner 200 balles. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, passer des heures à aller, si déjà tu t'habites à Paris et que tu vas aller voir le projet à Garges ou à, je sais pas, à Bordeaux, bah, ça va te coûter plus de 200 balles. Donc, voilà, il y a un moment, tu peux te dire, moi, j'ai intérêt à faire confiance à Limo ou à Naxago ou à je sais pas qui pour leur faire, ou à WeSeed, on en a parlé, ou des gens comme ça pour leur faire, parce qu'en fait, eux, ils ont intérêt à avoir un bon track record de toute façon, parce que si vous pétez la gueule sur des projets, c'est vraiment pas bon pour vous. C'est tout à fait vrai. Je pense qu'une majorité des investisseurs qui le font, et je peux juste dire que c'est pour moi un petit peu dommage. Je comprends tout à fait, hein, et moi je ferais probablement ça, mais comme je le dis depuis un moment, et voilà, il y a pas que, enfin, c'est une vérité connue, il faut bien comprendre ce dans quoi on investit, et toi investisseur, il faut aussi que tu fasses ton travail, mais je suis pas dupe, je sais qu'il y en a peu qui le font. Oui, mais c'est aussi le spread un peu, c'est ça, tu étales le risque, donc finalement... Mais le risque, qu'est-ce que c'est? Le risque, pour moi, je le répète, hein, c'est de pas comprendre ce dans quoi tu investis. Sachant qu'à l'inverse, le risque, il est gros, c'est que typiquement, on parle de 10%, mais si tu gagnes 10 fois 10% et que sur le 11e projet, tu te plantes, t'as tout perdu. Enfin, t'as fait zéro, en tout cas. Hein, donc, voilà. Donc, faut quand même rarement se planter, voire jamais, hein, parce que sinon, c'est compliqué quand même. Oui. Ok. Tu vois, du coup, il y a deux choses à auditer dans un projet. C'est la vente. Est-ce que le promoteur va bien vendre ses appartements au prix auquel il indique? Qu'est-ce qui me fait penser que? Et puis un petit peu les travaux. Alors, c'est encore plus dur, ça, de savoir si les travaux... Le bon conseil à donner aux auditeurs, c'est du bon sens aussi. Plus le bâtiment, notamment en façade, paraît travaillé, compliqué, avec des décrochés, plus ça va coûter cher. Voilà, un bâtiment qui n'est pas cher, c'est un bâtiment cubique. Alors ça fait pas rêver les architectes de faire des bâtiments cubiques parce que c'est pas joli, mais au moins c'est efficace, c'est pas cher. Donc essayez de comprendre, même si on connaît pas bien les travaux, si le bâtiment a l'air compliqué à construire. Est-ce qu'il y a des sous-sols aussi? Les sous-sols, c'est toujours compliqué d'aller faire des sous-sols. C'est ce genre de réflexion-là. Une fois que tu as bien identifié combien tu peux gagner, c'est-à-dire la vente des appartements, et le plus gros poste des coûts, qui est les travaux, s'il reste une marge qui est relativement importante, alors elle pourra absorber les potentiels aléas qui vont pas manquer d'arriver. Ok. Très bien. Et si je reviens donc sur la partie promotion et que je devais avoir quelques chiffres, c'est quoi un coût de construction au mètre carré raisonnable? C'est différent à Toulouse et à Bordeaux? Alors oui, non seulement c'est différent, mais ça évolue. Nous, on est présent par exemple sur Toulouse, Bordeaux et Paris. Parfois, on construit moins cher en Ile-de-France qu'à Bordeaux, par exemple. D'accord. À Bordeaux, les prix ont explosé. Les prix de l'immobilier ont explosé pour un phénomène que tu connais, l'arrivée du TGV, la ville qui a été très bien rénovée. Donc beaucoup de gens, notamment des Parisiens, sont venus, ont acheté, ce qui a fait augmenter les prix, ce qui a fait aussi se concentrer les promoteurs sur Bordeaux. Comme les promoteurs sont venus en masse, ont eu besoin de construire, les entreprises, elles, il n'y a pas eu de nouvelles, donc elles ont augmenté leurs prix. Et donc il est devenu très difficile,
ou très cher de construire à Bordeaux. Note pour nos auditeurs, si vous êtes dans la construction, allez à Bordeaux, quoi. C'est ça. Allez à Bordeaux, Ouais. voilà, allez à Bordeaux. Donc, si je te donnais des chiffres, à Paris, sur une opération qu'on est en train de construire sur Montreuil ou une autre qu'on a à Saint-Ouen, on va construire aux environs de 1500-1600 euros du mètre carré. D'accord. Voilà. Sur Toulouse, on est plutôt à 1200, quelque chose comme ça. Et à Bordeaux, on va s'approcher ou voire dépasser les prix parisiens. Et on est aussi présent en Savoie. Presque 2000. Oui, tu es entre 1500 et 2000. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est très difficile et ça, tu vas le voir aussi. Les gens des travaux vont avoir des réticences à te donner un prix comme ça à la grosse parce que ça dépend véritablement de ce que tu fais. Est-ce que tu fais des sous-sols? Est-ce que à Bordeaux, tu sais, par exemple, tu es proche de la mer? Moi, je fais tout. Hein. Sous-sol, terrasse. Voilà. Mais en fonction de ton sol, à Bordeaux, il y a l'eau qui arrive assez vite quand tu creuses. Donc, tu vas avoir besoin de fondation spéciale, donc ça va te coûter plus cher, alors que l'immeuble dans la rue, il paraît le même qu'à Toulouse. Et bref, grosso modo, à Toulouse, c'est moins cher qu'à Bordeaux, Paris. Et la Savoie, c'est entre ça dépend où tu construis, si t'es en montagne ou en plaine, mais c'est entre Paris et Toulouse, quoi. D'accord. Et le prix d'un terrain, alors là, évidemment, tu vas me dire, ça n'a rien à voir d'un endroit à un autre. Tu t'achètes un terrain non constructible en pleine cambrousse, etc. Mais évidemment, si tu es sur des terrains constructibles, je sais pas, c'est quoi sans parler d'un terrain avenue Hoche. Bon, évidemment, ça dépend de la grandeur de ton terrain. Nous, chez Limo, on a une spécificité, c'est qu'on ne fait que des petites résidences. On fait des résidences qui font entre 5 et 25 logements. D'accord. Pour te donner une ordre d'idée, les Bouygues, les Kaufman et Broad, les Next City ne font jamais en dessous de 25 logements. C'est trop petit pour eux. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est mis sur ce segment-là. Et on s'y est mis aussi et surtout parce que les acquéreurs, en général, préfèrent habiter dans des petites copropriétés comme ça. Parce que tu as moins de voisins, tu as moins de charges de copropriété, parce que souvent, on a 1 ou 2 étages, on n'a pas besoin d'ascenseur. Donc, là où je veux en venir, c'est que nos terrains, nous, ils font environ 1000 mètres carrés. En région parisienne, c'est plutôt 500 000. En province, c'est plutôt environ 1000 mètres carrés. Et le coût moyen d'un terrain, on va dire, ça dépend s'il y a une maison dessus ou pas, mais on va dire, ça oscille dans les grandes masses entre 500 000 et 1,5 million. Donc, et prix au mètre carré? Alors, je sais pas si tu sais ça, mais probablement pas. En fait, un promoteur ne se pose jamais la question du prix du terrain. Pourquoi? Parce que la question du prix du terrain, elle est une conclusion de l'étude que tu vas pouvoir faire, de ce que tu vas pouvoir construire. Donc, je reformule plus clairement peut-être. Tu as un terrain qui t'intéresse, tu ne te poses pas la question de son prix. Tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir construire dessus? En fonction de ce que je vais pouvoir construire, qu'est-ce que je vais pouvoir gagner? Et comme il me faut une marge qui est toujours la même de 10% par exemple, alors j'en déduis le coût du terrain qui est en fait un poste du bilan. D'accord, c'est toi qui places le coût du terrain, quoi. Et donc, si jamais il y a un type qui a un terrain à vendre, en fait, faut qu'il y ait des gens en face qui soient avec le projet le plus ambitieux pour lui dire, moi, je te paye. C'est l'offre qui crée le prix de vente, quoi. Donc, toi, tu veux vendre ton terrain, je vais te dire, attends, donne-moi ton prix, mais à la limite, voilà, je fais une étude de faisabilité, on appelle ça, je vois ce que je peux construire. Et ce que je peux construire, d'ailleurs, dépend de ce que veut bien la mairie. Et la mairie, ça, on le voit pas trop quand on est de l'externe, mais la mairie, voilà, il y a des règles officielles qui s'appellent le PLU, le plan local d'urbanisme. Et il y a les enveloppes de cash. Non, il n'y a pas d'enveloppe de cash, en tout cas, moi, je n'en ai jamais vu, mais il y a des règles officieuses. Le maire a sa belle famille qui habite là-bas, donc il ne souhaite pas qu'il y ait, en fait, un truc qui se construise. Le maire, pour des raisons électorales, ce qui se passe beaucoup en ce moment, veut pas qu'on construise dans sa ville parce que les voisins ne seraient pas contents, donc il arrête de donner des permis de construire. C'est une partie qui est assez compliquée aujourd'hui. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que toi tu me vends un terrain, moi je vais voir la mairie me dit ce que je peux construire, je vois combien ça va me coûter et j'estime les prix des ventes des appartements, et en fonction de cette équation-là, je peux te dire, ok, je t'achète ce terrain à ce prix-là. Ouais, en effet, ça me fait penser à, tu vois, juste à côté, tu verras en sortant, il y a une boîte qui s'appelle Jean Vitry. Ils ont un espèce d'entrepôt en plein cœur du 17e, un truc fantastique, énorme, etc. Tu rentres dedans, c'est beau, il y a des mezzanines, et voilà. Et on rentre avec mes associés là-dedans un jour, on se dit... T'imagines ce qu'on ferait? Alors ils me regardent, ce qu'on ferait comme bureau, là, les mezzanines, etc., etc. Puis là je les regarde, je leur dis, mais les gars, vous êtes fous, quoi. Le jour où on achète ça, on casse tout et puis on fait des immeubles de 40 étages. Ils me disent, t'es vraiment cynique. Je dis, bah non. Mais en l'occurrence, j'espère que la mairie te permettrait pas de le faire. Mais en l'occurrence, voilà, en effet, je comprends ta logique, selon la décision, en fait, c'est la mairie un peu le juge de paix sur ce genre de choses. Complètement le juge de paix. Ok, hyper intéressant, Jean-Baptiste. Je te
te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Beaucoup de choses sont beaucoup plus claires pour moi. Je sais donc ce que c'est qu'un marchand de biens, je sais ce que c'est qu'un promoteur, je sais ce que c'est qu'une foncière. D'ailleurs, les foncières, ce serait intéressant de faire un épisode là-dessus où il y a des trucs qui m'intéressent, qui sont par exemple les hangars, tu vois, il y a beaucoup de business qui se fait autour du stockage, etc. Les parkings aussi, des choses comme ça. La colocation. La colocation, le co-living, effectivement, c'est la chose qu'on regarde. Le co-living, ouais, en effet. Je vais faire des choses autour du co-living. Super. Jean-Baptiste, c'est quoi, toi, si je devais à la limite te sortir de ton domaine de prédilection, c'est quoi ta martingale à toi? Alors, ma martingale... Dans quoi t'investirais de l'argent en dehors de chez Limo? C'est difficile à dire parce que la martingale, on a l'impression que c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Ouais. Moi, j'ai une théorie un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer, comme on en parlait tout à l'heure, sur son cercle de compétences, il faut le creuser. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup et où je sais que je dépense beaucoup d'argent, c'est la lecture, en fait, paradoxalement. J'apprends beaucoup des gens qui ont déjà fait ça précédemment. Dans tes podcasts, tu parles souvent de structuration de société, comment on fait pour passer de 10 à 50 employés. Il y a déjà des super bouquins qui expliquent ça de manière très claire avec les erreurs à pas faire. L'investissement immobilier, il y a énormément de forums, il y a énormément de blogs. Donc je lis pas mal. Et plus je lis, plus je me rends compte, notamment dans les biographies d'entrepreneurs, que ce qui revient constamment, c'est justement le temps qu'eux-mêmes passent à lire. Parce que quand tu lis, justement, tu apprends des erreurs des autres. Donc l'investissement numéro 1 que je fais, ça paraît peut-être un peu prosaïque, mais c'est vraiment la lecture. Je suis complètement d'accord et je pense que là-dessus, alors s'il y a une règle que je suis à fond, c'est quand un bouquin comme ça me plaît, peu importe le bouquin, mais alors s'il s'agit de un peu business, marketing, je sais pas quoi, knowledge en général, et que je vais soit dans une librairie, soit sur mon Kindle le regarder et que je me dis tiens, je le lirai bien, je l'achète immédiatement. Et je me pose pas la question de me dire c'est 10 balles, est-ce que... Exactement. S'il y a bien un bon investissement que tu peux faire sans te poser de questions, c'est toujours sur la lecture et pas de te dire j'hésite, est-ce que je vais le lire, est-ce que je vais pas le lire. Non, tu l'achètes, tu commences à le lire, au pire tu le lis pas, c'est pas grave, parce que c'est 10 €. Comparativement à tes 4 années d'études qui t'ont coûté des loyers, des machins, trucs, c'est juste un investissement ridicule. Et quand tu les lis et qu'ils sont bien, je suis d'accord, c'est probablement le meilleur investissement. Et parfois, tu as même des meilleurs professeurs que ceux de ton école. Hein. Après, il y a des podcasts qui sont gratuits à écouter. C'est pas mal. C'est ce aussi. que j'allais te dire. C'est des sources d'informations très très bonnes. Ok, écoute, je te remercie Merci à toi. pour ton temps. Et puis on salue ton frère qui était dans les parages. Voilà. Et puis à tous qui nous écoutaient, je vous remercie de partager cet épisode autour de vous, de gens qui veulent comprendre plus sur comment investir, comment bien se faire accompagner, comment faire des bons choix. Je rappelle, c'est important que ici on donne pas de conseils, mais on parle de choses et c'est à chacun d'investir son argent. Moi, je veux surtout pas de responsabilité par rapport à ce que vous allez faire, mais j'espère que de mon humble lunette, je sais pas comment je peux dire ça, mais vous apprenez ou vous comprenez de nouvelles choses. Moi, en tout cas, c'est le cas à chaque épisode, donc déjà au moins ça me sert à moi, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous sert à vous, et si c'est le cas, parlez-en autour de vous, likez cet épisode, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment important, on l'oublie, sur tous les podcasts qu'on fait, et puis vous pouvez le faire plusieurs fois en plus, et mettez un petit commentaire, voilà, parce que c'est comme ça que nos podcasts grossissent. Je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt sur La Martingale. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.